Bien, bonjour à toutes et à tous. Je propose qu'on commence. Voilà. Non, vous nous montrez quoi? Là, il y a des personnes qui arrivent. Le film, c'est ça? Le pupitre. Ah oui, mais moi, je suis avec mes amis. On est ensemble. Voilà, on va y venir. Les représentants du patronat qui nous font l'amitié de venir. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'on est aujourd'hui pour vous parler de la facturation électronique. En un mot, c'est demain. Alors, effectivement, je suis aujourd'hui Amélie Verdier, directrice générale des finances publiques. À mes côtés, Emmanuel Spina, directeur de l'Agence pour l'informatique financière de l'État, qui fabrique, je dirais, notre outil concentrateur annuaire, on va y revenir. Et puis, MEDEF CPME U2P, donc Franck Bataille pour la CPME, François Gonner pour le MEDEF et Nathalie Roy pour l'U2P, à qui je céderai la parole dans quelques minutes, parce qu'il était important pour nous qu'on explique effectivement où est-ce qu'on en est de la réforme. Notre objectif principal, avec aujourd'hui un peu solennellement le lancement de notre campagne de communication institutionnelle, c'est bien d'expliquer et de convaincre ceux qui n'auraient pas encore compris qu'il faut maintenant se manifester, se préparer, parce que la facturation électronique arrive. Cette réforme, elle est prête. Cette réforme, elle va être plus juste, plus simple, plus efficace. On va essayer de vous en convaincre. Et c'est une réforme qui va à la fois changer beaucoup de choses. Encore une fois, on espère le faire de manière plus simple. Mais je voudrais commencer par dire qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne change pas. Cette réforme ne change rien aux règles relatives à la TVA. Ni les taux, ni l'assiette, ni comment on facture, ni comment on comptabilise. On est vraiment uniquement sur la manière d'échanger entre entreprises d'abord et avec l'administration fiscale ensuite, de manière plus simple. S'il n'y avait qu'un message à retenir, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites partie des quelques 10 millions d'entreprises, pour faire simple, de structures assujetties à la TVA, pour faire un peu plus précis, voilà, qui sont donc assujetties à la TVA, c'est effectivement, vous êtes toutes et tous concernés et il faut s'en occuper dès maintenant pour être prêt en septembre 2026. Nous avons fait le choix, après plusieurs épisodes, d'un dispositif qui est très partenarial entre le secteur public et le secteur privé. La réforme repose sur des plateformes agréées. Donc ce sont des plateformes, ce sont des acteurs privés, mais elles répondent à un cahier des charges qui a été défini par l'État, et nous allons les contrôler, bien sûr. Et elles reposent sur des briques publiques très simples, donc opérées par la IFE, l'annuaire inter-entreprise, ce qui fait qu'une entreprise, quand elle adresse une facture à une autre, elle va pouvoir vérifier dans l'annuaire qu'elle existe, qu'on a le bon numéro sirène, etc. Et donc, c'est une manière de faire sécuriser, en fait, pour sa facture. Et le concentrateur de données. Donc, nous fabriquons, l'AIFE fabrique pour nous, merci encore, ce concentrateur de données qui va concentrer toutes les données de la facture, nous envoyer les données de TVA. Et ça, c'est vraiment la manière simple. Donc, on fait un annuaire, un concentrateur et un rôle de tiers de confiance dans l'ensemble des relations pour vérifier, d'une part, qu'on a normalisé ces données de facture et qu'on le fait avec des plateformes qui remplissent dans la durée un certain nombre d'obligations. Et encore une fois, on a fait ces choix-là de manière très co-construite avec ce qu'on a appelé notre écosystème, les fédérations professionnelles, les experts comptables, les éditeurs, les plateformes. Et on le fait aussi pour les entreprises, pour que ça soit plus simple, plus juste, plus efficace. J'en profite donc pour remercier toutes celles et ceux qui ont participé à nos échanges, parce que nous sommes convaincus à l'administration des finances publiques que du coup nous avons une meilleure réforme aujourd'hui que nous l'avions conçue hier. Il y a eu des évolutions réglementaires que nous avons fait aussi suite à vos demandes, considérant qu'effectivement il y avait peut-être des choses qu'on avait demandées qui n'étaient pas indispensables. Nous avons évidemment vérifié que l'offre des plateformes, la diversité des plateformes possibles, répondait aux différents cas d'usage possibles des entreprises, à la fois en diversité sectorielle et aussi en diversité géographique.
En 2025, nous avons pleinement sécurisé la réforme, les normes, les formats, le cadre législatif et réglementaire. Nous avons même dans la loi de finances 2026 désormais publié les derniers éléments qui nous manquaient. Et puis nous avons constaté une montée en maturité, je pense progressive, de tous ceux, encore une fois, éditeurs, plateformes, qui participent à cette réforme. Et maintenant, on rentre dans le déploiement. Je le redis, et on y insiste parce que je pense que c'est effectivement, nous sommes conscients que tout le monde n'a pas encore entendu cette obligation. Au 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures. Seules les grandes sont soumises à l'obligation d'émission, mais tout le monde doit avoir choisi une plateforme pour en recevoir. Et puis à partir du 1er septembre 2027, alors c'est pas demain, mais c'est après-demain, il faut que tout le monde émette des factures électroniques. Emmanuel Spina va vous dire un mot du pilote que nous lançons pour bien vérifier qu'on est prêt. Et s'il y a des ajustements techniques à prendre, on est là pour le faire. C'est vraiment la méthode qu'on a suivie depuis 2024. On est à l'écoute, on teste, on vérifie. Et encore une fois, cette réforme, nous en sommes ici convaincus, mais je laisserai les représentants des entreprises dire ce qu'ils en pensent à date. C'est une réforme, encore une fois, qui est plus juste. Nous assumons pleinement de dire que cette réforme va permettre d'améliorer le recouvrement de la TVA. Il va permettre d'améliorer le recouvrement spontané et il nous donne de nouveaux outils pour lutter contre la fraude. Et c'est très important de le dire. Lutter contre la fraude, c'est aussi assurer la juste concurrence. Nous avons donc, on pourra y revenir en détail, avec cette réforme, nous allons avoir beaucoup plus de données et beaucoup plus de données en temps quasi réel pour appréhender l'activité. Et c'est donc un système qui sera plus juste parce qu'il protège les entreprises respectueuses des règles. C'est une réforme qui est plus simple. Aujourd'hui, les entreprises utilisent des formats variés, du papier, il y en a encore, on le sait, du PDF, des EDI. Tout ceci génère des ressaisies, des erreurs, des échanges, des facteurs perdus. Vous le verrez, c'est un petit peu la ligne de conduite de notre campagne de communication, qui est fin de la galère. Vous allez le voir dans quelques instants. Et c'est vraiment essentiel. Les entreprises, en passant à la facturation électronique, vont gagner du temps, diminuer le temps administratif non productif et mieux savoir, même très précisément savoir où en est leur facture, améliorer leur pilotage de trésorerie, etc. Et puis c'est une réforme qui est globalement plus efficace pour notre économie. La standardisation d'échange, tout simplement, elle réduit les coûts de traitement, elle améliore la fiabilité des déclarations. Je redis que notre objectif dans l'administration fiscale, c'est évidemment que tout le monde se mette en situation de respecter ses obligations, que celles-ci soient donc claires. C'est un système qui améliore aussi notre capacité collective à pas se tromper dans le taux de TVA, à pas entre entreprises se tromper sur l'assiette. On sait que ça arrive encore entre hors taxe et TTC. Et puis un impact très concret. Je vous laisserai peut-être le préciser. Selon les études, une facture électronique, c'est entre 5 et 10 fois moins cher à traiter qu'une facture papier et même PDF dans un mail, parce qu'après il faut l'extraire, le traiter, etc. Donc c'est moins de développement spécifique. Les artisans, si on essaye de prendre cet exemple-là, pourront avoir un suivi beaucoup plus clair et plus rapide de factures émises et reçues. Pour des entreprises qui sont peut-être déjà numérisées, la standardisation, c'est de la baisse de coûts, c'est très clair. Et donc avec cette réforme, bien sûr, on ne va pas dire qu'on résout tous les problèmes, mais nous en sommes convaincus notamment parce que c'est ce qu'on a constaté dans d'autres pays qui ont déjà développé cette réforme. C'est une réforme qui réduit ces frictions administratives qui prennent du temps en fait aux entrepreneurs quels qu'ils soient. Et je termine pour cette introduction en vous disant qu'aujourd'hui, on vous annonce de manière simple 3 choses. L'ouverture du pilote, encore une fois Emmanuel va y revenir dans quelques instants. L'ouverture d'un numéro national d'assistance 0806 807 807. Vous le trouverez dans le dossier de presse bien positionné 0806 807 807. Point d'entrée unique pour répondre aux questions des entreprises sur le calendrier de la réforme, ses obligations et puis plus globalement les questions des entreprises. Nous avons à la DGFiP des centres de contact téléphoniques dédiés qui seront là pour répondre à toutes les questions.
Et puis enfin, troisième point, nous lançons donc officiellement cette campagne nationale de communication. Encore quelques minutes de patience et vous pourrez découvrir cette campagne. Emmanuel. Merci Mélanie. Merci Amélie. Merci Amélie. Juste peut-être en complément, vous mentionnez que oui, nous sommes en mesure d'ouvrir le pilote dès demain de façon opérationnelle. Et c'est le résultat d'une mobilisation importante, à la fois de l'écosystème, de l'ensemble des partenaires qui vont d'ailleurs intervenir dans la suite. Mais je pense notamment aussi aux plateformes agréées, puisque plus d'une centaine de plateformes agréées ont été immatriculées par la DGFiP, et c'est le résultat de travaux qui ont été menés ces derniers mois. C'est le résultat, bien entendu, d'une mobilisation des équipes du ministère, de l'AIFE et de la DGFiP, avec une plateforme qui est désormais disponible et qui a fait l'objet de tests avec des bêta-testeurs en mode réel, et donc qui nous permet désormais de rentrer dans cette phase pilote. Cette phase pilote, ce n'est pas uniquement une logique de test. Nous allons traiter avec les entreprises des vraies factures et il va y avoir des vrais paiements. Donc il faut bien avoir en tête que nous sommes désormais dans la vraie vie et que nous allons finalement anticiper l'échéance du 1er septembre. Et le fait que nous anticipions bien entendu cette échéance, c'est un facteur de réussite et c'est un facteur de sécurisation. Nous avons toute la période de mars à août pour nous mettre en bonnes conditions collectivement et s'assurer bien entendu de la mobilisation de l'ensemble des acteurs. Et cette mobilisation, elle est déjà perceptible. Elle est perceptible puisque nous avons déjà un pilote qui est fondé sur le volontariat, c'est important de le dire. Nous ne forçons pas les entreprises à rentrer dans le pilote. Et d'ores et déjà, nous avons 1000 entreprises qui souhaitent émettre des factures et 6000 entreprises qui souhaitent les recevoir. Et nous sommes qu'au début. Tout cela va bien entendu s'étendre dans les jours à venir. Et donc c'est la démonstration que cette mobilisation, elle est au rendez-vous. Elle va nous permettre d'utiliser au mieux cette période de mars à août pour être au rendez-vous du 1er septembre, en mettant en relief que nous allons bien entendu réaliser ce pilote à la fois sur la sphère privée, qui est l'essentiel, puisqu'on parle à la cible de 4 milliards de factures, mais aussi sur la sphère publique, puisque dans un certain nombre de cas, des entités publiques sont assujetties à la TVA et peuvent émettre des factures. On parle là de volumes plus modestes, de l'ordre de 10 millions, mais nous allons bien faire un pilote qui associera à la fois les éléments de la sphère privée et de la sphère publique en capitalisant sur l'existence de Chorus Pro, plateforme agréée du secteur public. Voilà, donc ce qu'il faut retenir finalement, un pilote fondé sur le volontariat qui démarre dès demain avec une mobilisation importante et qui va nous permettre de sécuriser, bien entendu, les échéances de début septembre. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, on le fait comme ça. Franck Bataille, vous avez un micro ici. Je vous laisse prendre la parole pour la CPME. Merci de votre accueil. Oui, comme vous le disiez, Madame la directrice, le sujet, les deux mots qui me frappent là-dedans, ce sont simple et efficace. C'est des choses qu'on aime bien, nous, dans les TPE-PME, le côté simple et efficace. Et moi, avant tout, effectivement, avant d'être un représentant de la CPME, je suis chef d'entreprise à la base, tout de même. Et donc, j'ai une petite entreprise de 10 salariés. Et dans ma boîte, je suis le DRH, le DSI, tout ce que vous voulez, le DAF, tout ça. Enfin, je cumule tous les rôles d'un dirigeant de petite entreprise. Et parmi les rôles qui sont les miens, il y a celui de la facturation. La grande joie d'aller chercher les factures pour les 200 factures fournisseurs du mois sur les plateformes, des emails, des machins, des trucs. Et voilà, c'est un exercice dont je me passerai bien. Ça tombe bien. Voilà. C'est un exercice que je me passerai bien et qui vraisemblablement va être grandement facilité avec cette réforme. Et au-delà de ça aussi, pour avoir aussi une clientèle dans le secteur public, une facilité d'échange avec Chorus Pro, je suis plus obligé d'aller déposer des choses manuellement. Et avec les grands donneurs d'ordre où chacun avait son format de facture, ses exigences et tout ça, là on les aura plus puisque chacun devra respecter la même. Donc ce qu'on essaie de faire passer comme message, nous, à nos adhérents, à nos entrepreneurs, c'est de dire qu'effectivement, certes, il y a un pas à sauter, mais il y a beaucoup d'opportunités à gagner derrière en termes d'efficacité, de simplicité et de
d'allègement d'un impôt invisible qui est celui du temps, on va dire, voilà, qui est peut-être le premier truc qu'on nous prend à nous, chefs d'entreprise, c'est du temps. Et plus l'entreprise est petite, plus ce temps est important. Et là, c'est une vraie preuve, je dirais, d'allègement sur cette partie-là. J'en suis très satisfait. Donc, merci beaucoup à vous. Alors, non, je vous en prie, Nathalie, allez-y, puisque je pense que c'est aussi important. Peut-être que pour les toutes petites qu'il y a encore des inquiétudes, dites-nous. Oui, merci. Alors pour l'UDP, qui représente des petites entreprises artisanales, commerciales et libérales, la réforme de la facturation électronique, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'elle n'était pas forcément demandeuse, compte tenu de dans leur grand nombre et leur diversité. Pourquoi notamment? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un ajustement technique. Cette réforme, elle est quand même très structurante. C'est un changement qui touche l'organisation, les coûts, les équipements, pour des entreprises, comme M. Bataille l'a indiqué, qui ne disposent pas forcément des moyens humains, financiers pour la mener à bien, pour la comprendre également, et en rappelant que la facturation, c'est quand même un acte sur lequel le dirigeant a la main. Donc il y a aussi cette dimension humaine du dirigeant de TPE qu'il s'agit de prendre en compte. Bon, une réforme qui on a été associé effectivement depuis le début, et on a connu un peu toutes les différentes étapes et les annonces pour certaines qui nous ont surprises, mais bon, on est là aujourd'hui, et donc pour que les petites entreprises soient prêtes à avancer, etc., il faut véritablement que la réforme s'accompagne de simplification, de gains, d'accompagnement. Et c'est pour ça que de notre côté, effectivement, on salue le lancement de cette campagne d'information nationale orchestrée par la DGFiP et la IFE, parce que c'est une campagne qui nous paraît de toute manière indispensable pour les TPE. Et il y a des attentes fortes et des besoins réels pour ces petites entreprises. J'ajouterais en disant qu'elles ont besoin de garanties concrètes. On est rassuré, d'ailleurs c'était un point que l'on avait évoqué il y a déjà plusieurs années concernant la mise à disposition de référents, de numéros de téléphone qui leur permettent d'avoir les informations utiles. Bien entendu, de notre côté, on prendra notre part dans le relais de l'information. On a déjà commencé, et de faire de cette réforme un levier pour elle, et on s'attachera effectivement à vérifier que c'est bien le cas de notre côté. C'est un vrai levier de modernisation, de simplification, parce qu'on parle beaucoup de simplification, mais pour que ça devienne une réalité, on pense qu'il y a quand même encore beaucoup de chemin à faire, et qu'elle ne soit pas vécue comme une contrainte supplémentaire et des coûts supplémentaires, une délégation vers le secteur marchand privé de certaines obligations qui n'étaient pas les leurs. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être François Honor pour le MEDEF, est-ce que vous pouvez, j'ose presque dire côté donneur d'ordre, rassurer les tout petits artisans? On est des deux côtés. Enfin, on est tous des deux côtés Bien à sûr. chaque fois. Après, c'est vrai que nous, on a la possibilité de couvrir de la petite, voire très petite, jusqu'à la plus grande multinationale. Je pense que c'est vraiment ce que vous disiez. C'est un sujet extrêmement collectif. C'est-à-dire, on ne fait pas la facturation tout seul. On ne fait pas de l'intragroupe, quoi. Il y a un moment, il faut parler aux autres. Donc, c'est important que c'est cet écosystème qui se mobilise ensemble. Et là, il va y avoir un beau vecteur pour le faire qui va être cette campagne. Et puis, chaque entreprise, vis-à-vis de ses partenaires, quelle que soit sa taille, mais évidemment, plus on est grand, plus on a aussi cette fonction-là, d'irriguer l'écosystème, d'informer, d'emmener. Et donc ça, c'est évidemment ce sur quoi les grandes entreprises et les ETI qui sont chez nous, à côté des autres, vont avoir un effet levier. Et puis, on ne la fait pas tout seul parce qu'en interne, on ne la fait pas tout seul non plus. Et donc la campagne, quand elle s'adresse au grand public, c'est important, c'est que ce n'est pas seulement le dirigeant d'entreprise, ce n'est pas seulement celui qui a la main sur la compta, c'est tous les métiers à l'intérieur de l'entreprise qui doivent se remettre en ordre de marche. Et le plus gros du travail, finalement, c'est celui de l'organisation interne. Et donc, c'est là que c'est important de se dire, c'est demain matin, mais c'est demain matin parce que demain matin, je dois analyser quels sont mes cas d'usage, comment ça fonctionne dans mon entreprise, qu'est-ce que je dois faire à partir de là, quels vont être mes besoins. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un nouveau partenaire, pas de nouveau partenaire? Et toute cette logique-là, elle demande du temps et c'est ça qu'il faut engager. Donc, c'est très collectif et en interne et interentreprise. Et je pense que c'est ça un des grands messages et un des grands leviers sur lequel la campagne va beaucoup nous aider.
Parfait, merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, vous avez donné 3 points de vue qui sont très complémentaires. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. On est effectivement dans l'idée, nous, que c'est d'abord entre entreprises que vous allez, on va dire, vous convaincre les uns les autres. On le fait dans un cadre institutionnel assumé, et c'est ça qu'on lance aujourd'hui pour rappeler à toutes et à tous leurs obligations. Mais notre objectif cardinal, si je puis dire, c'est à vrai dire qu'on ose sauter le pas et se rendre compte effectivement des bénéfices attendus. Alors, avant de vous laisser la parole peut-être pour des questions, je voulais juste effectivement vous présenter, c'est ça, je voulais me rapprocher de l'écran, la campagne. Donc la campagne, elle va passer à la fois par des spots vidéo, des spots radio et une campagne aussi d'affiches et d'encarts dans des journaux. Et on peut lancer le film. Normalement, ça marche. Comment ça, vous avez toujours pas reçu la facture du 12 ? Et dans les spams ? Qu'est-ce que c'est? Quoi, un fichier illisible? Mais si, j'ai fait des mises à jour. Mais où cette facture? 4756. Fini les galères. Les entreprises passent à la facturation électronique au plus tard le 1er septembre. Renseignez-vous sur impôts.gouv.fr. Voilà. Et après, on a... on est reparti. Bon, ça aussi, si vous êtes nostalgique, on va la mettre en boucle. Voilà. Donc, plus simple, plus juste, plus efficace. On a essayé peut-être d'insister sur la simplicité, parce que je l'ai pas... C'est vous qui l'avez peut-être décrit le mieux, comme chef d'entreprise. On voit bien ce que ça peut être comme galère, aujourd'hui, de se demander où est la facture et comment elle a été gérée. Voilà, je tourne vers l'équipe, que je remercie au passage, parce que c'est un boulot de très longs mois, mais pour lequel, encore une fois, nous, on est prêts, et les entreprises doivent comprendre que c'est demain matin. J'ai compris que ça vous allait comme formule, parce qu'effectivement, il faut réfléchir à ces cas d'usage pour bien choisir sa plateforme. Voilà, donc je vais rejoindre l'équipe, et on va voir ensemble et prendre vos questions. Bonjour, Florent Lacasse de Bâti Actu. J'avais une question concernant les retards Désolé, j'ai pas entendu de quel média Bâti Actu, le secteur du bâtiment. Bâti Actu, oui, ça, on l'avait. En fait, je me demandais est-ce que vous avez regardé de quelle manière ça pouvait aider à lutter contre les retards de paiement? Il y a tous les délais cachés là qui vont, certains vont sauter. Est-ce que vous avez fait une sorte d'étude d'impact ou de réflexion sur ce sujet? Alors moi, j'ai envie de vous laisser la parole. On n'a pas une étude d'impact au sens où on aurait dit voilà ce qu'on va gagner en délai de paiement en tant que tel. Mais donc ça, c'est notre réponse administrative. Mais on va vous laisser dire si vous avez des éclairages. Sur le sujet des délais de paiement, il y a un chiffre qui a circulé l'an dernier, qui était celui de la Banque de France, qui parlait d'à peu près de 15 milliards d'euros de retard de paiement qui étaient chez les donneurs d'ordre et pas dans les petites et moyennes entreprises derrière qui étaient leurs partenaires, leurs fournisseurs. Et que bien souvent, et moi je le vis aussi, quand on travaille en sous-traitance avec des structures d'une certaine taille, on doit passer par tout un tas de workflows particuliers pour pouvoir faire accepter sa facture dans divers formats, avec diverses personnes. Et là, si demain le tuyau est le même pour tout le monde, et que la forme de ce qu'on met dans le tuyau est la même pour tout le monde, il y a de grandes chances quand même que ça libère, on va dire, tous ces sujets techniques, on va dire. Voilà, ces sujets techniques. Et que le fait que demain, on puisse avoir facilement le statut d'une facture, parce que dans les sujets, les statuts, voilà, s'il y a un litige, on nous le dit, voilà, ça ne veut pas dire que les litiges n'existent plus, mais ça veut dire qu'au moins, tout de suite, on peut avoir un flux, on va dire, inter-entreprise qui soit le plus fluide possible et qui passe plus... Même si j'aime beaucoup les gens qui travaillent dans la comptabilité, mais qui passent plus par des personnes, des humains qui servent d'interface, voilà, et qui n'ont de rôle que de jouer d'interface. Donc je pense que ça pourra, sur ces sujets-là, améliorer. Après, derrière, il y a d'autres sujets qui sont la volonté de pouvoir payer à l'heure, mais ça, je vous dirais que c'est pas moi qui veux le faire.
juste effectivement sur le sujet des délais, enfin j'interprète comme les retards de paiement, peut-être dire que déjà la mise en place de Chorus Pro, c'était, on va dire, quelque chose, un espoir que l'on nourrissait, que quelque part l'outil Chorus Pro permette une forme de traçabilité, de retatage de factures et permette justement d'améliorer les comportements. Donc on continue à espérer que, et en tout cas avec la réforme de la facturation électronique en B2B, qu'on puisse précisément disposer d'un outil qui permette d'avoir, on sait que c'est un des critères, un des facteurs en fait de défaillance d'entreprise. Donc voilà, est-ce que je me permettais d'ajouter? Oui, en complément. C'est pas tant les délais cachés, parce que les délais cachés, on l'a vu dans la partie publique. Ça fait longtemps qu'on est sur Chorus Pro et ça existe encore. Parce qu'il y a des mauvaises pratiques et tout acteur, quelle que soit sa nature, peu importe, les contraintes qu'il subit ou autres, ou ses choix, peut arriver à contourner le système où il y a des ergonomies de plateforme qui font qu'on peut plus facilement ou pas le faire. En revanche, ça va avoir quand même un effet de fluidification qui est très conséquent. Est-ce qu'on peut vous dire que ça va faire gagner les 14 jours qu'on a aujourd'hui de retard moyen en interentreprise? Non, évidemment. Mais si on ne gagnait qu'une demi-journée à 2 jours en moyenne, c'est énorme. Effectivement, en rétablissement des trésoreries pour les rebasculer là où elles sont censées être, s'il n'y avait pas des gains anormaux de BFR, évidemment, ça va être majeur. Et ça, alors, c'est vrai, il y a un rôle déterminant, grand donneur d'ordre, mais c'est aussi, nous on le voit bien, dans tous et les chiffres le montrent en plus, il y a une montée aussi dans l'inter-PME. Et donc c'est quand même de la fluidification, de la bonne mise en ordre qui va bénéficier à tout le monde. Et du côté du payeur, et aussi de celui qui émet sa facture, qu'effectivement, on n'aura plus besoin d'aller chercher sur celui-ci, il faut que je passe par tel process, celui-là, c'est autre chose, qui fait qu'on a un délai avant même d'avoir daté ou posté la facture. Et puis la bonne traçabilité aussi pour celui qui émet la facture. Parce que ça, pareil, on va le retrouver dans les outils, donc c'est beaucoup plus fluide. Moi, je dirais juste en 2 mots que c'est un sujet de préoccupation majeure des pouvoirs publics, de contribuer à cette amélioration des délais de paiement de la part du secteur public et entre entreprises. Ça, c'est évident, donc on le regardera dans le temps aussi, clairement. Est-ce que ça contribue? Et c'est une évidence là aussi. Comment dire, c'est ce qu'on a essayé de montrer dans le petit film, c'est de dire qu'en fait, tout ce qui est le délai administratif, de complexité inutile, on va le gagner. Alors après, voilà, en soi, c'est pas ce qui fait gagner des délais de crédit ou des enjeux de trésorerie, mais en revanche, en efficacité, ça c'est l'évidence, et là aussi, on l'a vu dans les pays qui l'ont déjà déployé. Notre question ? Bonjour, Gauthier Laroche pour la Gazette des Communes. Alors j'aurais une question relative à la plateforme Helios qui a récemment connu quelques petits problèmes. Est-ce que vous pouvez vous assurer que les plateformes pourront être stables et fiables malgré cette époque où aujourd'hui il y a de plus en plus de cyberattaques qui viennent de tous les côtés? Merci. Alors, Helios est bien reparti, les payes sont passées, donc ça je vous rassure sur Helios, mais effectivement, je comprends votre question. Je vais peut-être laisser Emmanuel Spina sur comment est-ce qu'on opère et comment est-ce qu'on s'organise en fait pour faire face aux très gros volumes de factures qui vont passer effectivement dans nos systèmes. Oui, simplement vous rassurer, puisque nous avons pris en compte d'une part la volumétrie extrêmement importante. On a évoqué 4 milliards de factures par an. Et donc, nous réalisons des tests de performance et de robustesse associés à ces volumétries cibles. Et nous pouvons vous garantir que nous sommes en mesure de traiter ces volumétries. Et d'autre part, nous prenons en compte l'importance de la disponibilité de cette plateforme. Et donc, nous avons là aussi choisi une architecture qui permet de la haute disponibilité avec plusieurs sites qui sont mis en œuvre et qui permettent de faire face, le cas échéant, à un incident qui interviendrait sur un site donné. Et puis, dernier point, peut-être là aussi pour rassurer, nous avons fait une analyse de risque de sécurité selon les règles de l'ANSSI et la plateforme a été officiellement homologuée et donc elle répond à l'ensemble des règles en la matière, y compris des règles de souveraineté sur, bien entendu,
la localisation des données et leur hébergement. Voilà, donc je peux vous rassurer sur ces points. Je me permets de compléter en termes non techniques, même si c'est important d'avoir les précisions techniques. D'abord, je pense que dans ce que vient de dire Emmanuel Spina, il faut retenir qu'effectivement, dans un modèle distribué, le simple fait qu'on passe par différentes plateformes garantit qu'en fait, on n'a pas un seul tuyau, si je puis dire, excusez-moi de le dire aussi trivialement, enfin ça c'est quand même un point, on a bien ce réseau de plateformes agréées. Deuxièmement, on a des briques, justement, l'annuaire, le concentrateur, qui ont été conçus, je le dis avec mes mots, Emmanuel, avec des mécanismes de montée en charge qui sont progressifs, avec des redondances et avec de la supervision continue. Si j'essaye de faire le parallèle avec Helios, qui n'a rien à voir en termes de plein de choses, mais enfin bon, en tout cas, on n'a pas d'architecture distribuée, même si on y travaille. On avait une architecture redondée, mais sur une même machine, pour faire court. Et on va en sortir, donc on est reparti, mais on en tire les enseignements dans la conception de notre nouveau système Helios 2. Et on n'est donc vraiment pas du tout avec ce qu'on a pu subir dans le cas de la facturation électronique. On n'a pas ce risque d'avoir un point de défaillance unique. Après, moi, j'élargis un petit peu votre question. Il n'y a jamais de risque zéro, ni technique, ni en cybersécurité. Donc, personne ici va vous dire que voilà, ça n'existe pas. Au plan technique, on a donc quand même vraiment une architecture qui nous rend très confiants dans notre capacité à tenir la charge et à faire face à un incident. Et en termes de cybersécurité, on est vraiment au niveau max d'homologation de sécurité, complètement conforme au référentiel de l'ANSSI, avec des audits, des tests d'intrusion, de la gestion des incidents. Et je le disais, quand on parle de plateformes agréées, on vérifie qu'elles sont conformes au moment où elles sont agréées, puis elles ont aussi des obligations dans la durée. Donc ça, c'est aussi, je pense, de nature à rassurer l'ensemble des acteurs. On est effectivement sur un système qui n'est pas avec une concentration en un point unique, donc on va passer par des plateformes. Et vous pouvez compter sur nous pour qu'on vérifie dans la durée, effectivement, que ces plateformes respectent à la fois les normes ISO, de l'hébergement dans l'Union européenne, du Secnum Cloud pour ceux qui sont dans le cloud, etc. Bonjour, Sébastien Dumoulin pour les Échos. J'aurais voulu revenir sur une conséquence de la réforme qui est la lutte contre la fraude à la TVA. La première chose, c'était de savoir est-ce que la DGFiP avait des éléments de chiffrage sur ce que ça pouvait rapporter la montée en charge de ce dispositif en 2026-2027. La deuxième question, qui est aussi relative à la fraude à la TVA, c'est il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas assujetties, notamment des toutes petites entreprises, et on voit qu'il y a une concentration de petites entreprises qui sont juste sous le seuil de la franchise en base. Est-ce que ces entreprises, elles ont vocation aussi à entrer dans le dispositif à une certaine échéance ou pas? Et la dernière, c'est toujours par rapport à la fraude à la TVA. Il y a eu cette étude qui montrait qu'il y avait un rôle important, probablement, des importations des petits colis en provenance d'Asie avec des sous-déclarations. Est-ce que les entreprises étrangères, si je comprends bien, ne sont pas concernées? Est-ce que c'est un angle mort de la réforme pour l'instant, ou est-ce que quelque part ce problème pourra aussi être traité par la facturation électronique? Merci. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Je vous remercie les uns et les autres de m'aider à ne pas en oublier. Il existe, et la DGFiP l'a publié de manière très transparente, même si ce n'est pas facile d'estimer le chiffre exactement. On appelle ça l'écart fiscal. Il y a eu des publications de l'INSEE. Donc, selon la manière dont on le compte, donc ce n'est pas une certitude, mais on a un écart fiscal de TVA dans notre pays qui est sans doute quelque part entre 6 à 12 milliards d'euros. C'est pas pour dire qu'on aura exactement ce montant-là de rendement avec la facturation électronique, mais ça vous donne quand même une idée de ce après quoi on court. Ce qu'on en attend, pour être précis, c'est plusieurs milliards d'euros de rendement. Ce n'est pas un rendement qu'on attend dès 26. On verra effectivement à quelle vitesse on y arrive, mais encore une fois, nous, ce qu'on veut en 2026, c'est que tout le monde comprenne que c'est ici et maintenant. On arrive en septembre, on récupérera les données. Je dirais tout ce qui vient en plus sera du mieux, mais ce n'est pas là-dessus qu'on a fondé nos prévisions. Les toutes petites entreprises, mais
Moi, je vais laisser mon voisin répondre, ou mes voisins répondre. Figurez-vous que si elles sont concernées, mais c'est eux qui en parlent le mieux. Je vous laisse l'expliquer. Et cela fait écho en plus à la CPME, on anime des webinaires tous les mois sur la facture électronique. Et le dernier, la semaine dernière, c'était sur les micro-entreprises. Parce que, même si on est sous les seuils, vous l'avez dit, on est assujetti. Donc, à partir du moment où on est assujetti, on est dans la réforme. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on met sur ces factures article 293, machin, tout ça, que derrière, on ne devra pas recevoir demain ces factures électroniques le 1er septembre. Et c'était d'ailleurs le sujet de ce webinaire qui a été suivi. On a eu plusieurs centaines de connectés avec des relais de la FNAE, enfin de différents acteurs, et où on voit qu'il y a aujourd'hui une population de petites entreprises, effectivement, moi, j'en connais, mes clients, encore une fois, hein, qui font des factures dans Excel. Ça encore, c'est les moins aventureux. Dans Canva, j'ai vu aussi, ça c'est pas mal, c'est très original. Mais en gros, qui font des factures comme si elles faisaient un document quelconque, quoi, voilà. Et demain, ça ne devra plus se passer comme ça. On essaye de leur faire comprendre que c'est nécessaire et qu'il y a quelque chose à faire. Vous devez avoir les mêmes à la maison, je pense. Non, mais ça me laisse penser que tout est bon pour avoir des factures qui seront bien lues, parce que sous Canva, elles doivent être très belles et très attractives. On a envie de les payer. Non, mais juste, ça revient sur ce que vous disiez aussi. C'est dans l'intérêt des entreprises d'avoir une lutte contre la fraude à la TVA qui est efficace. Donc il n'y a pas de sujet il n'y a pas de débat de ce côté-là. Effectivement, c'est pas tant le sujet de est-ce qu'ils sont, enfin, ça l'est, mais c'est pas l'impact technique sur eux. C'est important qu'ils aient conscience, parce qu'on a peut-être beaucoup de cohortes d'entreprises qui ne se sentent pas forcément concernées parce que je suis probablement en dessous des seuils. Donc effectivement, ce serait bien par votre intermédiaire et par la campagne qui est la prise de conscience que voilà, ça peut être aussi moi. Je pense que c'est important. Je vais faire 1 minute de détails techniques pour rappeler ce que c'est que la facturation électronique. Je m'en excuse, on va faire 2 secondes d'anglais. J'espère que everybody speaks English, right? Bon, il n'y a pas besoin pour les TPE, je vous rassure. Mais quand même, en fait, la facturation électronique, ce qu'on a le plus compris, c'est ce qu'on appelle le invoicing. Donc, c'est le fait d'être capable d'émettre et, pour tout le monde tout de suite, de recevoir des factures. Ça veut dire que quand on est assujetti à la TVA, en fait, encore une fois, qu'on soit franchisé ou pas, de toute façon, on est susceptible d'en recevoir des factures de ce type. Ça, c'est la première raison pour laquelle ils sont dedans. Et puis, par ailleurs, donc ça, c'est vraiment le côté, je suis appelé dans mes données de facture que je la reçoive ou que je les mette. Puis il y a ce qu'on appelle donc le e-reporting. Donc comme son nom l'indique, c'est quasiment du français le reporting, je pense, on peut le dire. C'est l'idée de faire ce reporting d'opérations, qu'elles donnent lieu ou pas, en fait, à une facturation électronique elle-même. Puisqu'en fait, tout le système vise à ce qu'on connaisse bien les opérations commerciales de vente entre entreprises. Et il faut donc bien qu'on connaisse y compris celles qui ne donneront pas lieu à facturation électronique. Et ça me permet aussi de répondre à la question sur les entreprises étrangères. Le e-reporting peut aussi concerner des opérations avec des partenaires étrangers. Si je reviens à ce qu'on va contrôler, nous, on va vérifier qu'en fait, dans le chiffre d'affaires d'une entreprise, il peut y avoir... vous pouvez aussi envoyer des factures à l'étranger. Je ne sais pas si on fait du Loir-et-Cher jusqu'à la Belgique, mais je pense que c'est possible, par exemple, et même au-delà, tout à fait. Et donc, en fait, il faut bien que, pour que monsieur puisse, derrière, dans sa compta, bien regarder ce qui a donné lieu ou pas à collecte de TVA, puisqu'ensuite, vous êtes un collecteur d'impôts, toutes et tous, on le sait. Il faut bien qu'on ait la donnée complète sur la source du chiffre d'affaires et est-ce qu'elle est venue d'opérations assujetties qui ont donné lieu à collecte de TVA ou pas. Et donc cet e-reporting, il concerne potentiellement les opérations avec des partenaires étrangers ou, c'est aussi l'occasion de le rappeler, ce qu'on appelle le B2C, donc les factures pour le particulier qui peut acheter les produits. Et donc, en fait, il faut vraiment que les TPE comprennent que de toute façon, elles sont concernées par le e-reporting. Et encore une fois, pour les entreprises étrangères, alors je me permets, vous êtes rentré par ce vocable, mais en fait, nous, c'est pas nous ce qui nous intéresse, c'est pas la nationalité de l'entreprise, mais de savoir en fait où est-ce qu'elle est résidente, où est-ce qu'elle a son siège, et en fait avec qui elle fait des opérations.
Globalement, il y a des obligations de facturation électronique pour les opérations entre assujettis qui sont établies en France, qu'il s'agisse d'une entreprise française ou étrangère. Voilà, dès lors qu'elle a un point de vente, d'opération commerciale en France, elle est concernée. Les opérations qui sont internationales, elles ont donc au moins le critère de e-reporting. Je me tourne vers les experts, là. J'ai pas dit de bêtises ? Je crois pas. Oui, Odile Dupéry à l'AFP. J'avais une question pratique sur le pilote. Est-ce que tout le monde peut y participer à partir de demain ? Tout le monde peut vouloir commencer à faire des factures électroniques ? Alors, le pilote est ouvert à partir de demain, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons collecté auprès des plateformes agréées qui étaient volontaires, puisque l'objectif, c'est de maîtriser et d'accompagner ce pilote. C'est l'occasion pour moi de dire qu'en plus de la mobilisation de la DGFiP avec le numéro unique vers les entreprises, etc., les équipes AIFE sont mobilisées pour accompagner les plateformes agréées et accompagner les acteurs qui vont être dans le pilote, et que c'est bien entendu un élément essentiel. On est dans cette phase où c'est aussi intéressant parce qu'on est accompagné pour aller vers cette obligation du mois de septembre. Donc la réponse c'est oui, potentiellement. Vous pouvez, en tant qu'entreprise, être candidat. Signalez-vous à votre plateforme agréée, soit en émission, soit en réception, soit les deux, et vous serez intégré dans la démarche du pilote. Et juste une question en annexe, vous avez des seuils en tête de ce que vous aimeriez voir dans le pilote avant le 1er septembre ? Alors, il me semble qu'en tout cas, on ne s'est pas fixé de limite en la matière. Donc, on est plutôt dans la capacité des acteurs à se mobiliser dans la séquence. J'ai donné quelques chiffres qui sont les chiffres à date et qui, à la fois sont importants mais peuvent sembler modestes par rapport à notre cible. Mais je dirais que le plus grand nombre sera d'une certaine façon le mieux, dès lors qu'on est en mesure, bien entendu, de suivre ces opérations et d'avoir une progressivité, c'est l'intérêt de tous, dans le suivi de ces opérations. Et mon voisin me souffle, je ne sais pas si ça vous conviendra, une traduction possible pour le e-reporting, je vous en prie. Pour les commerçants, puisqu'on a fait aussi des webinaires avec des commerçants, pour le coup, et quand on leur dit e-reporting, c'est quoi ce truc ? Et je leur dis, voilà, il y a un truc que tu fais tous les jours, c'est ton Z de caisse. Oui, ça leur parle, le Z de caisse. Je dis, avant, qu'est-ce que tu en faisais de ton Z de caisse ? Je le mettais dans un fichier ou je le mettais dans une boîte à chaussures. Ok, très bien, pour le comptable. Là, ça sera la télétransmission de ton Z de caisse. Ah, c'est tout. Oui, bon, voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Le mot télétransmission par rapport à e-reporting leur parle un peu plus, puisqu'ils le connaissent, parce que c'est, depuis qu'on a les cartes vitales, on sait ce que c'est qu'une télétransmission. Donc, pour le coup, un petit peu de traduction, ça fait du bien de temps en temps. Comme souvent, c'est un poil plus long qu'en anglais, mais en revanche, c'est plus parlant. Et le Z de caisse, nous aussi, on voit ce que c'est. Allez-y. Charles-Édouard Amakofi pour Challenge. Justement, pour rebondir sur cet aspect-là, est-ce qu'il est prévu de faire au mois d'août une conférence de presse comme celle-là sur les résultats de ce test grandeur nature ? Et j'ai une seconde question concernant les plateformes agréées. Je crois qu'à date, j'ai pas entendu. J'ai une seconde question sur les plateformes agréées. Je crois qu'à date, il y en a 106 qui ont été... 108. 108, voilà, ça ne fait qu'augmenter. Justement, pourquoi ne pas avoir une date butoir pour que les plateformes puissent être agréées et donc de ce que j'ai compris, il y en a certaines qui pourraient être agréées au-delà même du 1er septembre. Pourquoi ce choix est-ce que justement ça ne va pas favoriser peut-être une concurrence peut-être trop forte et vu que le marché est déjà très important, s'il y en a certaines qui arrivent même après la date du 1er septembre, quel avenir en fait pour elles quoi. Alors sur le pilote lui-même, nous n'avons pas encore fixé les dates de bilan et retour d'expérience, mais il est bien évident que si on fait un pilote, c'est quand même pour partager des points d'étape avant l'échéance de septembre, donc soyez rassurés. Il y aura bien des points intermédiaires avec l'écosystème, avec la communauté des relais. Et nous avons par ailleurs mis en place un site collaboratif qui va être l'occasion de partager avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème l'avancement des travaux. Donc, et avec un forum qui permettra à chacun d'interagir aussi, j'en profite pour le dire, et d'être dans une démarche d'échange de bonnes pratiques. Voilà. Donc on est vraiment dans une logique de dynamique
On n'a pas encore fixé les dates, mais il est bien évident que le principe d'un pilote, c'est d'avoir des points de visibilité intermédiaires. Donc sur les plateformes, bah oui, ça va continuer. Et j'ai envie de vous dire, ça se trouve, il y en aura plus. Ça se trouve, il y en aura un peu moins, parce que ça va être de la vie économique. Ça a été vraiment le parti pris très fort qu'on a eu en disant on passe par des plateformes. C'est qu'en fait, on arrête de croire qu'on pilote tout depuis le 139 rue de Bercy. Je pense que c'est vraiment très important. On a calé nos objectifs, on a calé les 34 informations d'une facture dont on avait besoin, on l'a discuté avec notre écosystème, parce qu'on en avait un peu plus au début. Bon, bref, je résume. Et on a aussi vraiment cherché, c'est ça la promesse de l'État, c'est la garantie qu'on apporte, c'est que cette diversité de plateformes, c'est pour ça que je dis c'est pas un nombre qu'on vise, c'est qu'on en ait une diversité qui réponde aux différents besoins des entreprises. Il y a des plateformes qui sont proposées par des banques, par des experts comptables, d'autres par des logiciels de dépenses, et puis peut-être d'autres. En fait, nous, on n'a pas voulu être prescripteurs de ça. Et encore une fois, ce qu'on va voir dans la durée, je suis certaine qu'il y aura d'autres plateformes homologuées, et puis encore une fois, il y en a peut-être qui vont disparaître. Mais on vérifiera toujours qu'on a une réponse économique, que personne ne se retrouve captif. Ça, c'est très important. Et c'est quelque chose qu'on va effectivement vérifier dans la durée. On a donné des obligations aux plateformes, y compris, on ne leur souhaite pas. Mais si jamais, voilà, il y en a qui doivent mettre la clé sous la porte, on a calé, et ça fait partie des sujets pour lesquels on a eu d'ailleurs des discussions avec vous-même, les représentants des entreprises, pour donner des obligations claires qui puissent assurément permettre la transmission de données à une autre plateforme. Donc, engagement de conservation de données, portabilité, et en même temps des engagements qui ne soient pas trop lourds. On ne va pas leur demander de garder ça pendant 2 ans, parce que sinon, vous savez quoi, ils l'auraient facturé au client. Et l'objectif, comme notamment l'UDP, mais tout le monde nous le rappelle, c'est pas que cette réforme coûte, c'est qu'elle fasse gagner de l'argent aux entreprises, je précise tout de suite, aux entreprises honnêtes. Voilà. Ça fait une charge de travail supplémentaire, ça fait une charge mentale supplémentaire pour les petites entreprises qui voient leur plateforme agréée disparaître. Enfin, encore une fois, je ne vois pas tellement en quoi ça serait une charge supplémentaire. On a tout organisé puis pour que ça soit quasi sans couture. Quasi, parce que, encore une fois, ce n'est pas non plus automatique. On reste dans un monde où quand même le chef d'entreprise décide. Donc on ne lui dit pas si jamais telle plateforme ne va plus, vous allez automatiquement chez telle autre. Ça sera un choix du chef d'entreprise. En revanche, on assure la portabilité. Vous voulez préciser ? Je veux préciser quelque chose, puisque dans les discussions, justement, vous avez parlé tout à l'heure de co-construction, d'échanges et autres, dans tout ça. Nous, il y a un sujet sur lequel on était extrêmement vigilants, c'est celui, justement, ce qu'on appelle la portabilité. Voilà. C'est un mot aussi qui parle bien à tout le monde, puisque tout le monde a déjà changé d'opérateur télécom, changé son portable d'un opérateur à un autre. Donc, portabilité, ça parle. Et donc, ce sujet-là, ça a été de se dire combien on a de temps pour le faire. Au début, c'était 3 mois. On a dit, c'est trop court. On a dit, il faudrait que ça soit au moins sur 1 an, cette solution-là. Ce qui nous permet d'avoir, sur 12 mois, on va dire, un exercice d'une entreprise. Sur 12 mois, on a le temps de changer, parce que le changement de plateforme ne voudra pas dire forcément à cause d'un problème avec une plateforme. Ça peut dire aussi simplement, mon entreprise grandit, j'ai besoin d'un ERP un peu plus costaud, d'un logiciel un peu plus costaud, qui intègre une autre plateforme que celle que j'avais choisie au départ, je vais devoir en changer. Au même titre que je change de système informatique, que je change de flotte de véhicules, que je change de n'importe quoi. Donc, parler de charges supplémentaires, je crois qu'on a suffisamment d'autres sujets plus compliqué à gérer en termes de charges, le RH, tout ça, je vous en parle pas. Mais c'est vrai que le changement lui-même, s'il est bien ficelé, qu'il a été normé, ce qu'on appelle la réversibilité aussi dans notre domaine, je suis dans l'informatique. On a une certaine, si ça a bien été convenu et que derrière il y a tous les éléments pour que ça se passe bien, comme en téléphonie, ça se fait bien, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas non plus là-dessus. Voilà. Oui, j'allais juste rebondir en disant que alors déjà, le vis-à-vis plateforme, c'est pas 100% d'égal ou on s'en fout. C'est-à-dire qu'entre la plateforme et l'entreprise, il peut y avoir d'autres acteurs. Et donc, si je change de logiciel comptable, probablement que mon autre éditeur de logiciel a une autre plateforme derrière lui. Donc, il fallait bien prévoir ça. Pourquoi c'est important ? Alors, moi, je le vois pas en termes de charge sur l'entreprise. Au contraire, on a besoin d'un écosystème qui vive. Alors, il va vivre parce que c'est la loi des affaires, ça va se consolider ou l'inverse, les marges seront suffisamment intéressantes pour que d'autres viennent. Ça, c'est une chose. Mais surtout parce que alors l'entrée dans la réforme, c'est quand même un coût.
C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur les gains, c'est des gains moyen, long terme, par les délais de paiement, par tout ce qu'on veut, mais il y a un investissement de départ. Donc le but, c'est de le rentabiliser le plus vite possible. Une façon de le rentabiliser, une autre valeur qu'on va trouver dans la réforme, c'est que la plateforme, c'est pas seulement un tuyau, parce que sinon on irait, ça serait toutes les mêmes. C'est que chacune peut avoir une stratégie, vous l'avez dit, sur des secteurs particuliers. Et donc, si je suis dans les assurances, j'ai des modèles qui ne sont pas les mêmes que dans d'autres affaires, dont vous parliez du bâtiment tout à l'heure. Donc, il y a cette diversité-là. Et puis, parce qu'elles ne vont pas proposer tous les mêmes services. Peut-être que je suis un industriel et que pour moi, c'est hyper important d'avoir une capacité, d'avoir un facteur qui rentre dans la boucle parce que c'est ma façon de procéder. Donc, je veux ça. Et peut-être qu'une autre, demain, apportera un autre service. On en a besoin de ce dynamisme parce qu'on a besoin d'enrichir les services qui seront apportés. Et on ne veut pas seulement un tuyau qui coûte de l'argent à apporter, on veut quelque chose qui apporte de la valeur aussi. Et pas seulement par le gain macro. Oui, bonjour. Thierry Derouet, IT for Business. Faudrait peut-être aussi pas dire des choses aussi simples parce que c'est pas qu'une prise électrique de changer de PA en fonction de la taille des entreprises. Moi, j'ai une question qui concerne les toutes petites entreprises. Il y a un angle mort dans cette réforme, c'est moi, je suis une petite entreprise, je me fais compromettre, poutrer, hacker, on peut appeler ça comme on veut. Mes données sont cryptées, je n'ai plus accès à mon système d'information, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas récupérer mes factures papier. Il y a un problème aussi, c'est imaginons que je ne sois pas malin et que mes données de sauvegarde de mes factures soient elles-mêmes cryptées et que je ne puisse plus les récupérer. Qu'est-ce qui a été prévu pour ça? Parce que je pense que c'est peut-être une question à laquelle il va falloir répondre, vu l'ampleur des attaques que subissent notamment les petites PME. Alors, de façon classique, les plateformes agréées vont archiver des factures électroniques. Et donc, ça peut être une prestation, entre guillemets, de ces plateformes d'être en capacité de les restituer. D'ailleurs, j'en profite pour dire que Chorus Pro, plateforme agréée du secteur public, désormais, archive, bien entendu, les factures électroniques et assure leur conservation dans la durée. Voilà, ça peut être en effet une réponse, même si je ne suis pas sûr qu'on l'ait formalisé en tant que tel. Mais il est très clair que ça fait partie de l'offre de service souvent attendue par les entreprises en la matière, au-delà même des obligations d'archivage qui existent, comme vous le savez. Par ailleurs, je me permets, je crois que les questions de cyberattaque et autres, elles n'ont pas attendu la facturation électronique. Donc le problème que vous pointez, il est tout à fait réel, mais il n'est pas lié particulièrement à cette réforme. Il est lié à la surveillance générale. Je sais que la DGE y est très impliquée, qu'il faut qu'on donne à l'ensemble des entreprises. Je vous en prie, allez-y. Après, on va pas prendre non plus beaucoup d'autres questions. Non, mais c'est pour dire alors, il y aura toujours, c'est la course, il y aura toujours des risques. Il y aura des risques en moins aussi parce que les jeux de factures qui transitent, parce qu'il n'y a pas que du papier où on serait tout à fait sécurisé à condition d'avoir un bon coffre-fort et qu'il n'y ait jamais le feu dans l'entreprise, ce qui arrive aussi. Mais à partir du moment où on est en électronique, tous ceux qui aujourd'hui procèdent par mail sont hyper sensibles à ces questions-là. Demain, sur l'accès plateforme, il n'y aura pas, a priori, il n'y aura pas ce risque-là. Des sujets de fraude au président qu'on a aujourd'hui, qui sont quand même très fréquents, là, ça serait régulé parce que l'accès à la plateforme sera quand même plus sécurisé que ces jeux de mail où on appelle l'assistante ou n'importe qui dans l'entreprise en disant j'ai l'autorisation, vas-y, appuie sur le bouton. Là, on rentre dans autre chose quand même. Voilà. Je ne sais pas, il y avait Madame là, voilà. On peut peut-être en prendre deux encore, mais pas beaucoup plus. Ouais. Oui, monsieur. Ludovic Arbolet, du journal Actuel Expert Comptable. Savez-vous combien d'entités ont renseigné aujourd'hui dans l'annuaire leur plateforme de réception? Et comment vous projetez au 1er septembre 2026 sur ce sujet? Est-ce que, notamment, il y a un risque, selon vous, que des entités n'aient pas fait ce choix 1er septembre, mais s'il y a un risque, quelle serait l'ampleur de ce risque, selon vous? Tu veux commencer? Ouais. On est un peu plus de 600 000 aujourd'hui, donc on n'est pas à la maille. Qu'il y a un risque qu'on n'en ait pas 10 millions au 1er septembre, oui. Ce que nous enseignent les expériences étrangères, parce que juste pour mémoire, l'Italie y est déjà, la Belgique vient de basculer, c'est qu'il y a effectivement une accélération dans les dernières semaines.
C'est aussi pour ça qu'on vous a proposé d'échanger aujourd'hui, pour qu'on dise à tout le monde c'est demain matin, et plus on s'y prend tôt pour réfléchir, et plus on a le temps en fait de bien réfléchir à la plateforme qui convient le mieux. Après, encore une fois, on est dans une réforme de conviction, donc il est possible effectivement qu'on en ait quelques-unes qui nous manquent au 1er septembre. On va le suivre de très près. C'est aussi pour ça qu'on lance aujourd'hui une campagne de communication de masse. Voilà, et on s'attend, c'est un peu ce qu'on a vu à l'étranger, est-ce qu'il y ait des vagues d'adhésion et qu'on soit plutôt sur une exponentielle que sur une fonction affine dans le temps qui nous reste. Puis on va voir effectivement à quel moment ça se passe. J'insiste, nous sommes dans l'idée qu'on va en fait avoir de l'adhésion aussi peut-être par vague. Les experts comptables, je le sais, ont beaucoup de clients qui vont passer entre guillemets d'un coup. On a aussi des secteurs économiques, quand ils vont s'y mettre, j'ai envie de dire, ça sera dur d'être le seul acteur d'une chaîne à pas y être. Donc c'est vraiment ça qu'on cherche d'abord et avant tout à faire. On va prendre une dernière question. Oui, bonjour, Sylvie Guilloni pour Les Échos Entrepreneurs. Alors j'ai 2 questions simplement, en attendant le retour d'expérience des pilotes. La première, est-ce que j'ai bien compris que la plateforme collaborative était uniquement entre les acteurs qui participent à ce pilote? Et deuxième question, je fais partie de ceux qui vont voir ce magnifique spot d'information. Sans pour autant téléphoner, où puis-je trouver des réponses simples à comment on traite les avoirs, j'ai des paiements multi-échéances, comment je fais le recouvrement? Est-ce qu'il y a une plateforme, un portail d'information pour les entreprises? Alors je laisserai compléter le cas échéant, mais simplement dire d'ores et déjà, il y a des publications qui existent, que ce soit sur d'ailleurs le site de la DGFiP, que ce soit sur le site de l'AIFE, sans être obligé de s'authentifier dans un espace lié à notre plateforme collaborative. Donc il y a déjà beaucoup de documentation, de fac, d'un certain nombre d'informations pratiques qui sont publiées. Vraiment, je vous invite à aller regarder en la matière. En revanche, il est vrai que nous souhaitons accompagner plus particulièrement, d'une part, l'écosystème, naturellement, les plateformes agréées, les éditeurs de solutions de dématérialisation labellisées, et puis bien entendu les pilotes. Et donc oui, c'est naturel, on favorise les acteurs des pilotes dans une démarche d'accompagnement. C'est assez classique sur ce type de projet, et donc on s'inscrit dans cette dynamique-là. On n'a pas vocation à en affaire avoir 10 millions d'acteurs qui se connectent à la plateforme collaborative. Ce n'est pas en effet l'esprit de la démarche que nous mettons en place. Merci. Donc, impôt.gouv, je pense que vous connaissez. Vous avez déjà pas mal de réponses. Après, quand on rentre dans le détail des pratiques de facturation, à la fin, on en reviendra toujours à la même réponse. Nous, on est là pour dire précisément ce qui se passe sur les obligations. Donc, encore une fois, choix d'une plateforme qui est concerné, choix d'une plateforme, ce qui se passe par étapes. Après, sur les pratiques de facturation entre entreprises, voilà, je me tourne un peu vers mes partenaires, mais d'aujourd'hui, nous, on n'est pas là pour rentrer dans tous les sous-cas. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on anime un écosystème. Donc voilà, aujourd'hui, les représentants patronaux, on n'a pas forcément cité tout le monde, mais les fédérations professionnelles par secteur regardent aussi tous ces cas, et on a traité beaucoup de cas, y compris dans le cadre de la normalisation AFNOR. On a aussi, je crois que j'ai déjà cité pas mal de nos partenaires, je réfléchis, mais qu'il s'agisse encore une fois par secteur économique, géographique le cas échéant, et puis s'il y a une question à laquelle on ne trouve pas de réponse, vous pouvez compter sur nous pour qu'on améliore nos foires aux questions et qu'on regarde bien ce qui relève de l'obligation et ce qui relève de la pratique, encore une fois, de l'activité, de l'industrie au sens 18e siècle, si vous me permettez l'expression. Nous ne cherchons pas à réguler, rajouter des normes, des règles, etc. On ne change rien à la réglementation en matière de TVA. Et donc, en fait, soit il y a déjà un cas particulier qui nécessite une explicitation de la norme fiscale, c'est possible selon les types de questions que vous avez, et dans ce cas-là, on trouvera la réponse.
soit c'est juste des pratiques entre entreprises, et nous n'avons pas vocation à nous en mêler. Ça ne veut pas dire que les entreprises que vous visez n'auront pas les questions, mais il faudra se tourner plutôt vers les acteurs, je dirais, classiques, variables selon les cas. J'y insiste, c'est une réforme qu'on fait pour les entreprises. Et on les fait aussi pour les contribuables, mais il se trouve quand même qu'il y a un peu d'imposition qui vient de la valeur ajoutée créée par les entreprises. Nous avons ce souci de faire une réforme qui aille aussi à l'économie de moyens, mais au bon sens du terme, qu'on demande ce qui est nécessaire, pas plus que ce qui est nécessaire, et qu'on améliore le recouvrement spontané de la TVA. C'est d'abord ça notre objectif. Et ensuite, on le dit de manière très transparente, oui, nous allons récupérer plus de données et plus de données en temps réel, qui va nous permettre de lutter contre la fraude. Ce qui me fait réaliser que je n'ai pas répondu complètement à la question de monsieur tout à l'heure sur la fraude petit colis, commerce international. Donc, en soi, ce n'est pas la facturation électronique qui va l'arrêter, mais en revanche, ça va faire apparaître des phénomènes atypiques, effectivement. Donc, ça renforce pour nous le repérage des endroits, des secteurs, des entreprises pour lesquels il faut qu'on fasse des contrôles plus ciblés. Et ça, alors effectivement, on est encore au début, on verra comment ça se décline, mais comment est-ce qu'on va le faire? On va aussi faire de l'intelligence artificielle structurée, comme on le fait déjà depuis une dizaine d'années à la DGFiP, parce que effectivement, on va améliorer notre connaissance collective, en fait, secteur économique par secteur économique, et on repérera encore mieux les atypies. Et encore une fois, je vais pas. Je prends un cas bien sûr totalement fictif d'un entrepreneur dont on voit qu'il y a une discordance quand même manifeste entre ses intrants et son chiffre d'affaires. C'est un indice pour nous de contrôle. Et donc, toute chose égale d'ailleurs, on ira plus embêter ceux pour lesquels on a des atypies et moins ceux pour lesquels toutes les informations que nous récupérons nous confirment qu'on est en présence d'un acteur qui joue tout à fait les règles du jeu fiscal et de la concurrence. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie de votre attention. Et puis, à vous lire. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation.